Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans mon grenier. On s'y retrouve chaque semaine maintenant pour ce JT, le vrai JT de l'écho, que nous allons consacrer, comme je vous l'avais promis, à une notion aussi passionnante, hélas, que flippante, qui est l'effondrement. Alors, l'effondrement, je vous ai accompagné presque tout cet été, tout ce mois de juillet, avec une série d'articles qui étaient consacrés à ce sujet. On va y revenir très longuement. Il y a beaucoup de choses à dire et surtout, on va essayer d'avoir une approche intellectuelle sur l'effondrement et donc de répondre à des objections qui sont souvent posées sur la notion d'effondrement, des objections qui sont extrêmement légitimes et donc on va les traiter de manière intellectuelle, on va y apporter une réponse avec une démonstration, avec des preuves, et on va y revenir tout à l'heure. Alors, le grand titre, c'est l'effondrement a déjà commencé, justement preuve et démonstration, c'est-à-dire que, j'y reviendrai, mais affirmation ne vaut pas argumentation, c'est-à-dire c'est pas parce que j'affirme qu'il y a un effondrement ou que certains affirment qu'il y a un effondrement que cette affirmation, elle nous dédouane ou elle nous exonère d'une nécessaire démonstration intellectuelle pour pouvoir, eh bien, tout simplement prouver l'affirmation qui est ou un postulat, peu importe, de départ. Et ça, c'est valable dans tout processus intellectuel. Toujours, encore une fois, une affirmation ne vaut pas et n'exonère pas d'une argumentation. Alors, avant d'entamer notre longue conversation sur cette notion d'effondrement, je voulais revenir sur la dernière information concernant Mario Draghi, qui est sur le départ, puisqu'il n'a plus encore, je crois, qu'une seule réunion de la Banque Centrale Européenne à assurer avant de remettre son mandat à Christine Lagarde, qui va prendre sa succession. Et la BCE, elle est très positive, vous voyez, puisque les taux d'intérêt resteront bas, mais les perspectives de croissance sont de pire en pire, avertit la BCE. Donc évidemment, on est en train de s'enfoncer dans le marasme. Ça fait 10 ans qu'on vous dit qu'il y a une reprise, que la reprise revient, que la croissance revient, qu'on relance la relance de la relance. Et à force de relancer tout ça, on s'est tellement relancé que, voyez-vous, 10 ans après, plus de 10 ans, on est 11 ans après la faillite de Lehman Brothers, eh bien, nous sommes sur le constat dramatique de les prévisions de croissance sont de pire en pire. Alors, c'est évidemment un excellent moyen d'introduire la suite de mes propos qui consiste à dire pilule bleue ou pilule rouge. Pour ceux qui connaissent le film Matrix, qui est extrêmement révélateur sur cette notion de on choisit de savoir et de comprendre, on choisit plutôt la vérité qui dérange ou le mensonge qui rassure, et ça c'est à chacun de le faire. Eh bien moi là, je vais vous proposer aujourd'hui tout simplement faire ce même choix mais sur la notion d'effondrement. Et donc sur la notion d'effondrement, je vais vous expliquer pourquoi il a déjà commencé, comment il a déjà commencé, pourquoi il est déjà là et pourquoi c'est pas juste, à mon sens, une lubie ou une vue de l'esprit et que l'on soit du courant collapsologue, que l'on soit simplement économiste, que l'on soit plutôt sur la notion d'environnement. Il y a un vrai sujet autour de l'effondrement. Alors, je vous disais tout à l'heure, il y a des contre-arguments et il y a des choses en général très fortes. Alors on en retrouve deux. On retrouve deux contre-arguments très forts sur la notion d'effondrement. Le premier, c'est le progrès va nous sauver. Alors je l'ai mis en bélan là, le progrès, parce que c'est les forces de progrès, c'est le progrès. Donc comme De Gaulle disait, ceux qui sautent comme des cabris en disant l'Europe, vous pourriez faire exactement la même chose avec ceux qui sautent comme des cabris en disant le progrès. Le progrès nous sauvera, le progrès fera tout. Alors, le progrès, c'est quoi? C'est très intéressant. Ça, c'est le dictionnaire de sciences économiques et sociales. Et donc, je pense que c'est intéressant d'aller regarder comment on définit le progrès. Et puis on va continuer la réflexion ensemble. Mais le progrès technique, je vous lis la définition. Le progrès technique désigne l'ensemble des innovations instaurant de nouvelles manières de produire, de nouvelles combinaisons productives qui induisent un accroissement de la productivité des facteurs de production. On produit la productivité de la production. On produit. Le progrès, dans son acceptation quasiment universelle, le progrès
est matériel. Le progrès, c'est une forme d'extension du matérialisme. Le progrès, c'est produire plus de bidules dont on a plus ou moins besoin, nécessitant encore plus d'énergie, encore plus de matières premières. Regardez les écrans dont je suis entouré. Les écrans dont je suis entouré, c'est mon outil de travail. Ok, super, parfait, j'en ai, vous voyez, donc je fais la leçon à personne. Je suis pas en train de dire, ah oui, non, mais moi je suis bien comme type, je pollue pas. Non, je pollue. Et la vie, le progrès nous fait polluer. Les vidéos YouTube consomment de l'énergie, nécessitent des serveurs, etc., etc. Et vous utilisez de la bande passante, et vous utilisez ça à partir d'un ordinateur, d'un smartphone, d'un iPad. Peu importe, tous les progrès que nous utilisons, tout ce que nous définissons comme un progrès est profondément générateur de besoins de ressources énergétiques et de matières premières. Le progrès ne peut pas nous sauver parce que le progrès est le problème. Dans un monde fini aux ressources finies, le progrès qui est sans cesse plus de production, plus de productivité, d'amélioration de facteurs de production, tel que je viens de vous lire la définition, eh bien ce progrès-là, eh bien évidemment, il est tout simplement mortifère puisque nous sommes dans un monde fini avec des ressources finies et dans un monde limité. Le progrès, il est intimement lié à notre système consumériste et matérialiste. Et c'est dans ce sens-là que le progrès tel qu'il est conçu ne peut pas nous sauver. C'est dans ce sens-là que la croissance économique, telle qu'on la conçoit, ne peut pas nous sauver. Quel est le problème? Et que le couple croissance économique basé sur le progrès des facteurs de production, de productivité, etc., etc., qui nous amène à faire quoi? À consommer plus de matières premières, à consommer plus d'énergie, avoir besoin de plus d'énergie, sans cesse du plus, et de la croissance infinie dans un monde fini, eh bien moi ça me pose un sacré problème intellectuel et je pense que ça ne colle pas. Voilà, donc par rapport à la notion de progrès qui nous sauvera, eh bien non, le progrès ne nous sauvera pas. Aujourd'hui, tout le progrès humain est en réalité basé sur une énergie abondante et pas chère. De nos médicaments à nos appareils scientifiques qui fonctionnent à l'électricité, c'est-à-dire au charbon ou au pétrole, dans 80% des cas, le progrès de l'énergie ou de la médecine nucléaire qui nous permettent de faire des IRM, de la radio, tout ça c'est de l'énergie, tout ça c'est énormément de pollution et donc tout ça c'est évidemment une empreinte environnementale absolument considérable. Donc la question qu'il faut se poser c'est: le progrès nous sauvera-t-il? Eh bien, pas forcément, justement. Si on essaye de se sortir et de définir ce que c'est le progrès et de regarder ce qu'a été le progrès c'est effectivement l'homme qui est allé marcher sur la Lune, mais on n'est pas allé marcher sur la Lune avec des éoliennes. Voilà, on n'est pas allé marcher sur la Lune avec des éoliennes. On est allé marcher sur la Lune, et on fêtait il n'y a pas très longtemps le je ne sais plus combienième anniversaire du premier homme qui a marché sur la Lune, c'était 69, et donc on est allé y marcher avec une débauche d'énergie, avec une débauche de moyens, avec une débauche de pollution. On a même laissé nos déchets sur la Lune. Voilà la réalité du progrès. La réalité du progrès humain, c'est Hiroshima et Nagasaki. La réalité du progrès humain, on va vous dire, mais c'est extraordinaire le progrès, regardez, on nourrit 10 milliards d'habitants. Non, on nourrit pas 10 milliards d'habitants, on nourrit 10 milliards d'habitants en polluant et en tuant la totalité des sols de la planète. En utilisant des pesticides, en utilisant des intrants, en utilisant des engrais, en utilisant une telle débauche d'énergie et une telle débauche de produits phytosanitaires nécessitant des industries, l'augmentation de la productivité des facteurs de production, y compris dans l'agriculture, eh bien c'est évidemment extrêmement polluant, on tue nos réserves d'eau, on pollue l'eau potable, etc., etc. Et donc notre progrès a une empreinte écologique absolument faramineuse. Le progrès tel qu'il a été conçu et tel que nous l'avons vécu depuis le début de la révolution industrielle n'est pas la solution, il est plutôt à la base de tous les problèmes que nous avons et pour lesquels nous allons vers une forme d'amplification. Voilà pour la notion de progrès qui nous sauvera. Un autre argument, c'est ça ne s'est pas effondré. Hein? Alors ça fait 20 ans que vous dites que ça va s'effondrer, et puis ça fait 20 ans que ça ne s'effondre pas. Alors moi, tous les oiseaux de mauvaise augure qui m'expliquent que ça va s'effondrer, eh ben ils racontent n'importe quoi. Alors plusieurs éléments de réflexion par rapport à un argument comme celui-là, qui est tout à fait juste, tout à fait audible, comme le progrès nous sauvera est tout à fait juste et tout à fait audible. Mais encore une fois, on peut y apporter une démarche intellectuelle. Alors, comme pour les produits financiers, vous savez, on dit
les performances passées ne préjugent pas des performances futures. C'est pas parce que tel produit financier a fait plus 10% tous les ans pendant 5 ans que la 5e année, il va aussi faire plus 10%. Il peut aussi faire moins 200%, et puis ça peut aussi être un fonds Madoff, et vous pouvez aussi vous retrouver comme un couillon, totalement ruiné, parce que Madoff, il est parti avec la caisse. Et ça s'est déjà produit. Pourtant, je vous assure, pendant 20 ans, les performances du fonds Madoff ont été absolument extraordinaires. Eh bien, en effondrement, c'est la même chose. C'est pas parce que ça s'est pas effondré que ça s'effondrera pas. Et l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. Intellectuellement, voilà ce qu'on peut répondre déjà comme premier contre-argument à cet argument. Mais c'est pas le plus important. Le plus important, et c'est là où je vais commencer à rentrer vraiment dans le vif du sujet de la démonstration concernant l'effondrement qui a déjà commencé, c'est que c'est pas que ça s'est pas effondré. Ça s'est déjà effondré. Et ça s'est effondré, je peux même vous donner la date, le 15 septembre 2008. Et le 15 septembre 2008, que se passe-t-il? Eh bien, nous avons la faillite de la Lehman Brothers. Cette faillite de la Lehman Brothers, elle n'arrive pas par hasard, elle n'est pas le fruit du hasard, je ne vais pas tout refaire sur l'historique des subprimes, machin, etc. C'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est ce qui va se passer à partir du moment où la Lehman Brothers fait faillite. La crise de 2007, elle a déjà commencé. Les gens sont déjà inquiets, il y a déjà des implications et des matérialisations économiques fortes de la crise des subprimes aux États-Unis, dans l'économie réelle. Et puis on arrive à ce point paroxystique en 2008 où la Lehman Brothers fait faillite. Et là, c'est tout le système financier mondial, tout le système monétaire mondial qui va se trouver ébranlé, mais alors tellement ébranlé qu'en réalité, il s'effondre. Et le 15 septembre 2008, le système économique s'effondre. Et je vais vous montrer pourquoi il s'effondre. J'ai fait un article en 2012 suite à un rapport qui a été réalisé par le GAO, qui est, on va dire, l'équivalent un peu de la Cour des comptes américaine. Vous n'avez pas plus officiel aux États-Unis ou comme en France que des organismes d'État comme la Cour des comptes. Cet article, je l'avais intitulé « Braquage à l'américaine ». Pourquoi? Parce que, retenez ce chiffre, 26 000 milliards de dollars. Le PIB de la France, c'est 2 500 milliards de dollars. C'est-à-dire que la Banque centrale américaine, à partir de 2008, va imprimer et va donner 26 000 milliards de dollars au monde entier. Il n'y a pas d'erreur, hein, 26 000 milliards de dollars. Non seulement il n'y a pas d'erreur, mais on va aller un petit peu plus loin. Ce tableau-là, il est issu de ce rapport dont je vous parle. Ce rapport dont je vous parle, il fait à peu près 300 pages, en anglais dans le texte, en américain dans le texte. Il stipule, dans l'une de ces pages, les 26 000 milliards, si vous voulez, ils sont comme ça. Il faut additionner, il y a une dizaine de tableaux comme ça, puisqu'il y a une dizaine de plans d'aide différents. Et cette dizaine de plans d'aide différents qui ont été mis en place par la Réserve fédérale américaine et par le Trésor américain, faut additionner les montants. Et quand on additionne les montants, on arrive à ce montant total de 26 000 milliards de dollars dont je vous parle. Mais ici, par exemple, c'est les utilisations par les banques centrales d'accords de swap de dollars. 8 000 milliards de dollars. 8 000 milliards de dollars qui ont été donnés par la Fed à la BCE, la Banque Centrale Européenne. La Banque Centrale Américaine a donné 8 000 milliards de dollars de liquidités à la Banque Centrale Européenne pour que le système ne s'effondre pas. Les banques françaises, vous avez plusieurs tableaux comme ça, où vous avez toute la liste des banques françaises qui ont perçu des dizaines de milliards de dollars en liquidité de la Banque Centrale Américaine. C'est pas un hasard, ça s'est déjà effondré. Simplement, l'effondrement, on vous l'a masqué. Et on vous l'a masqué ni plus ni moins que sous 26 000 milliards de dollars. Ça s'est déjà effondré parce que, regardez, ça c'est l'évolution des taux d'intérêt. Alors juste pour information, là c'est 7%, ici c'est 7%. Et on est au début des années, ici on est au début des années 2000-2001, c'est l'explosion de la bulle Internet. Aux États-Unis, en bleu, c'est la courbe des taux aux États-Unis, en rouge, c'est la courbe des taux en Europe. Donc globalement, vous voyez qu'on a un petit décalage dans le cycle et dans le temps. La Banque Centrale Européenne va moins haut et part plus tard que la Banque Centrale Américaine qui va plus haut et part un peu plus tôt. Mais globalement, les tendances sont évidemment totalement similaires et totalement identiques. Là,
aux États-Unis, au début des années 2000, on était à 7% de taux d'intérêt. Proche de 7% de taux d'intérêt. Aujourd'hui, on est en Europe à des taux négatifs. Aux États-Unis, la Fed a remonté ce taux aux alentours de 2%. Mais évidemment, c'est tellement douloureux déjà qu'elle annonce des réductions de taux. Et malgré 26 000 milliards de dollars, malgré des taux à zéro, l'économie ne repart pas. Et je vous renvoie à la première information que je vous donnais en introduction de ce vrai JT de l'écho. Je vous disais, regardez ce que dit la Banque Centrale Européenne, les prévisions de croissance vont être de pire en pire. Malgré 26 000 milliards de dollars, malgré les énormes gonflements des bilans de la Banque Centrale Européenne, du bilan de la Fed, les rachats d'actifs, les quantitative easing, les impressions de monnaie en Europe, en Suisse, au Japon, malgré tout ça, la croissance ne repart pas. Pourquoi? Parce que ça s'est déjà effondré et que nous sommes en plein dans l'effondrement. Nous sommes dans le début de l'effondrement économique. Il dure réellement depuis le 15 septembre 2008. Et donc on peut donner le début de la date de l'effondrement. Vraiment, c'est ce 15 septembre 2008. Alors, il y a autre chose, c'est que les banques centrales, et ça je le dis plusieurs fois dans cette présentation, vous pourrez, comme d'habitude, aller la télécharger sur le site Insolentiae. Vous avez en réalité les banques centrales qui ne font pas n'importe quoi. Les banques centrales, elles accompagnent cet effondrement. Les banques centrales, elles fournissent les calmants, elles fournissent les soins palliatifs du système et elles accompagnent le système du mieux qu'elles peuvent de deux manières différentes. D'abord, en irriguant sous forme de liquidité on va dire oui, plus que massive, encore une fois 26 000 milliards de dollars, c'est absolument considérable. Donc on irrigue le monde de liquidités et d'argent gratuit et pas cher. Ça, on va dire, c'est la morphine contre la douleur. Et puis, on finance les guerres. Et ça, c'est un autre sujet très important. Pourquoi vous ne voyez pas l'effondrement ou pourquoi vous pensez que ça ne s'est pas effondré? Et pourquoi il y en a qui pensent que ça ne s'est pas effondré, qui vous le disent avec toute la meilleure bonne foi du monde? Et vous pouvez les croire quand ils vous disent « mais ça ne s'est jamais effondré ». C'est qu'on leur masque la réalité. On leur masque la réalité sous 26 000 milliards de dollars, plus tout ce qui se déverse chaque année, et tout ce qui va se déverser dans les années qui viennent. Et on masque la réalité de cet effondrement par des guerres. Ces guerres, de temps en temps, vous avez quelques conséquences sous forme d'attentats dans nos territoires et dans nos pays. Ce sont quelques dégâts collatéraux des politiques que nous menons à l'extérieur. Ces politiques que nous menons à l'extérieur, elles visent tout simplement à aller voler l'énergie et voler le pétrole d'autres nations souveraines qui ne le sont plus, puisqu'elles se font attaquer, voler, piller. Alors, les banques centrales, elles financent aussi cet effort de guerre considérable, 5 000 milliards de dollars rien que pour la guerre en Irak pour les États-Unis, 7 500 morts, 50 000 blessés aux États-Unis. Vous pouvez y aller sur le DOD, le Department of Defense, vous pouvez aller vérifier ces chiffres, vous avez toutes les statistiques. Vous tapez Casualties DOD et vous aurez les tableaux de toutes les pertes humaines absolument considérables de l'armée américaine. Et Donald Trump qui vous dit que l'Europe ne paye pas le vrai coût de sa défense. Alors ça, quand Trump tweet « l'Europe ne paye pas le vrai coût de sa défense », on s'offusque quand même, qu'est-ce que ça veut dire? Non mais ça c'est la lecture littérale du tweet. Et tout le monde prend Trump pour un imbécile. On vous dit que Trump est un imbécile, mais Trump il vous dit pas à ce moment-là qu'on ne paye pas le coût de la défense. Il dit qu'on ne paye pas le coût des guerres et de la rapine que nous sommes en train de mener pour que notre système économique et industriel repousse le moment où cet effondrement va être visible. Et ça a un coût. Ça a un coût qui a un coût financier, ça a un coût humain parce qu'il y a des morts, ça a un coût encore plus humain parce qu'il y a des attentats, ça a un coût moral également. Et qu'est-ce qu'il vous dit Trump quand il vous dit l'Europe ne paye pas le vrai prix de sa défense? Eh bien il dit l'Europe ne va pas faire les guerres avec nous que l'Europe devrait faire. Or pourtant l'Europe profite de l'énergie à prix relativement bas, de l'abondance des ressources et des matières premières que nous allons chercher. Est-ce que vous pensez, on va revenir en arrière, est-ce que vous pensez que quand on imprime 26 000 milliards de dollars, la monnaie doit valoir la même chose?
Bien sûr que non. Pourquoi la monnaie vaut pourtant la même chose? Pourquoi les autres pays continuent à commercer avec nous alors que nous imprimons des milliers de milliards de dollars et donc que chaque dollar vaut beaucoup moins? Pourquoi l'érosion monétaire ne se voit pas, à votre avis? Eh bien tout simplement parce que celui qui refuse la monnaie, il se fait exporter la démocratie. La démocratie américaine, j'entends. La démocratie qu'on exporte à grands coups de taloche dans la figure aux pays qui ne veulent pas forcément vous vendre leurs matières premières à vil prix. Ou qui considèrent peut-être que votre monnaie ne vaudrait pas grand-chose. Donc en réalité, parce que nous sommes les plus forts, nous forçons le cours de la monnaie. Donc ça s'est déjà effondré. Simplement, cet effondrement aujourd'hui, il vous est essentiellement masqué par deux choses. Un tombereau de monnaie et la monnaie dont le cours au niveau international est forcé et dont l'utilisation est forcée par la force brute. Et dernier élément, quand on n'a pas assez de ressources, on peut aller les voler et les piller. Alors, maintenant la suite c'est quoi? Est-ce qu'on peut, quelles seront les prochaines étapes de la crise? Quel est le rôle pour l'énergie? À quoi peut-on s'attendre? Y a-t-il des risques de guerre? Que peut-il se passer? Peut-on définir un calendrier? Enfin, comment se préparer à l'effondrement? Eh bien, ça, c'est toute la lettre stratégie que mes abonnés à la lettre stratégie, petit instant de publicité personnelle, comprendre l'effondrement et savoir s'y préparer, c'est la lettre stratégie, 70 pages d'études, d'analyses, où vous aurez plein d'autres informations sur, pour pouvoir mettre en perspective et comprendre le grand tableau d'ensemble qui va vous permettre de visualiser que l'effondrement est déjà là. Nous sommes dedans. Ça sera après la lecture de ça une conviction. Et cette conviction, c'est le préalable à votre préparation et à la prise de décision. Parce qu'en réalité, la préparation, ce sera à vous de décider ce que vous allez en faire. Et j'en reviens à la petite analogie pilule bleue ou pilule rouge. Soit vous allez subir, soit vous allez prendre des décisions et réorienter la manière dont vous gérez votre patrimoine, réorienter la façon dont vous concevez votre emploi et réorienter également la manière que vous avez de vivre dans une localisation bien particulière. Ce que moi j'appelle le PEL, pour patrimoine, emploi, localisation, qui est un petit jeu de mots avec le plan épargne logement. Mais pour moi le PEL, le PEL, c'est pas le plan épargne logement, c'est votre patrimoine, votre emploi, votre localisation. Et ce sont les trois paramètres de votre liberté et ce sont les trois paramètres de votre vie qui vous permettent d'être acteur de votre propre destin. Mais pour ça, encore faut-il pouvoir décider. Et pour pouvoir décider, encore faut-il pouvoir bien comprendre ce qu'il se passe. C'était l'objet de cette vidéo que je voulais faire pour vous et que j'avais promis la semaine dernière pour expliquer déjà au plus grand nombre pourquoi ça s'est déjà effondré et vous donner quelques éléments de réflexion. Évidemment, ceux qui veulent aller plus loin, eh bien, je vous donne rendez-vous sur le site insolentiae.com pour aller vous faire prendre plus de renseignements sur la lettre stratégie. Dans tous les cas, eh bien, je vous remercie pour votre attention et je ne vous quitterai pas avant la petite liste de bouquins qui est la dernière liste de bouquins que je voulais évoquer avec vous au sujet des livres de la série sur l'effondrement. Alors, le premier, c'est la culture maraîchère. Alors, la culture maraîchère, elle est là. Voilà. Donc ça, c'est un vieux bouquin. En fait, c'est un facsimilé. Ça, c'est un bouquin tout neuf, hein, mais à l'intérieur, c'est un facsimilé d'un bouquin de 1845. C'est très, très rigolo. Enfin, c'est passionnant parce qu'en réalité, vous voyez, c'est un vieux bouquin. Parce que c'est numérisé et réimprimé. En 1845, Paris était alimenté par ce qu'on appelle sa couronne maraîchère. Voilà, sa petite ceinture maraîchère. Tout autour de Paris, vous aviez de la culture maraîchère. Et c'était comme ça que Paris s'alimentait. Aujourd'hui, la culture maraîchère à Paris, elle a totalement disparu. C'est pas sans poser quelques petits problèmes, évidemment. Donc la culture maraîchère de Moreau, vous trouvez ça sur Amazon si vous le souhaitez. Un autre bouquin, c'est la permaculture. C'est la ferme du Bec-et-Loing en Normandie. C'est l'une des plus avancées sur la permaculture. Le titre est superbe. Permaculture, c'est pas ce qu'il y a de plus superbe, c'est guérir la terre, nourrir les hommes. C'est la suite du titre qui est superbe. Guérir la terre, nourrir les hommes. C'est un vaste programme et quand l'effondrement sera là, palpable pour vous tous de manière encore plus prégnante que ce qu'il est aujourd'hui,
ce genre de questions, ça se posera. Guérir la terre. Alors on pourra même dire guérir la terre, guérir les hommes, guérir les cœurs, guérir les nations. On pourra même aller là. Et donc il y aura beaucoup de choses à reconstruire par la suite. Un autre bouquin, j'en avais parlé, j'en avais fait un petit édito, La civilisation du poisson rouge. Sur ce, notamment, si vous voulez approfondir votre réflexion sur le progrès. Parce qu'aujourd'hui, tout le progrès technologique, eh bien, en réalité, il fait que l'attention maintenant moyenne des jeunes est égale à peu près à celle d'un poisson rouge. Enfin, excusez-moi, il y a 1 seconde d'écart. Le degré d'attention d'un poisson rouge qui tourne dans 5 bocal, c'est 8 secondes. Le degré d'attention d'un jeune, c'est 9 secondes. Donc, vous voyez, l'humanité à quoi elle est réduite. Évidemment, le grand problème, c'est le progrès et les écrans. Donc, c'est passionnant. C'est fait par Bruno Patino, qui est l'ancien fondateur du Monde Multimédia et qui travaille chez Arte, puisqu'il est directeur éditorial. C'est pas rien. Lisez ce bouquin, c'est passionnant. Et enfin, un autre livre dont je voulais vous parler, qui est de Chris Anton et qui s'appelle Vicilisation. Alors, je vous conseille vraiment sa lecture. Et vicilisation, ça vient du latin vicus, et vicus, c'est le village, et la vicilisation, c'est la civilisation du village. Ce titre-là est très programmatique et quasiment prophétique. Quand on parle de circuit court, quand on parle d'économie circulaire, en fait, on n'a rien inventé. On met des nouveaux mots sur des réalités qui ont évidemment déjà existé. Et si vous prenez notre maillage territorial, si vous prenez nos petites villes, nos bourgs, nos hameaux, eh bien vous avez là, géographiquement, l'expression d'une organisation humaine qui était basée sur les circuits courts, sur l'économie circulaire, sur la résilience, sur l'autonomie. Et donc, le futur, pour vous esquisser quand même quelques pistes, enfin, une piste de réflexion là-dessus, le futur, il va beaucoup plus se rapprocher d'une organisation territoriale liée à la vicilisation et à une répartition, un maillage territorial permettant évidemment la cohérence entre les bassins de population et la nécessité de circuits courts. Et notre organisation va évidemment être totalement calquée sur nos besoins de résilience et sur la réalité de nos vies et des problèmes auxquels nous sommes confrontés. Donc évidemment, on va plus vers une forme de re-ruralisation et vers ce que nous avions connu autrefois que vers encore plus de grosses villes, encore plus de grandes villes. Et l'épisode caniculaire actuel nous montre bien à quel point dans les grandes villes, la vie est très compliquée dès qu'il fait par exemple extrêmement chaud. Et nous ne parlons là que d'un épisode de canicule et de chaleur, certes intense, certes très intense, mais les gens aujourd'hui, ils dorment plus dans les appartements à Paris surchauffés où il fait 42 le soir quand on rentre, il fait 42 le soir quand on se couche et il fait 42 pendant la nuit pendant qu'on ne dort pas. Ça, c'est la réalité, quotidienne et la vie en ville risque de s'avérer très pénible. Donc voilà un petit peu les différents bouquins que je voulais évoquer avec vous et cet axe de réflexion. Voilà, c'est fini pour cette vidéo consacrée à l'effondrement. J'espère qu'elle vous plaira. Sachez qu'en tout cas, vous pouvez aller plus loin avec la lettre stratégie. Elle est passionnante. J'y raconte énormément de choses. Surtout, je vous dépeins le grand tableau d'ensemble qu'il faut comprendre. Vous pouvez évidemment mettre des pouces bleus, liker, partager, mettre des commentaires. Il paraît encore une fois qu'il faut le dire à chaque fois. J'ai oublié la semaine dernière de le dire. Je vous remercie toutes, tous, pour votre attention et je vous dis non pas à la semaine prochaine parce que je vais partir en vacances, mais je vous retrouve avec un immense plaisir à partir du mois de septembre pour la rentrée, sauf si jamais évidemment l'actualité l'exigeait avant parce que nous serions confrontés à un événement extraordinaire. Sur ce, je vous souhaite de très belles vacances pour ceux qui comme moi vont partir au mois d'août et puis bien évidemment bon courage
pour ceux qui reviennent et qui, eux, vont assurer la garde et la permanence de notre beau système économique au mois d'août, pendant que nous allons aller nous reposer. Merci, à bientôt.